Salut à tous. Le 30 avril 2026, le monde a basculé sous nos pieds. La ligne entre la paix et la guerre totale est devenue plus mince qu'un cheveu parce que ce jour-là, le président Donald Trump recevait un briefing sur des plans de frappe militaire contre l'Iran. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui, ces plans, la menace immédiate formulée par l'Iran en réponse et la pression qui s'accumule maintenant sur l'économie mondiale pointent tous vers une crise qui n'est plus théorique. Elle est déjà en train de se dérouler. Dans le théâtre politique de Trump, aujourd'hui, ressemble toujours moins à une date qu'à un compte à rebours soigneusement placé devant les caméras. La bombe est tombée il y a seulement quelques heures. Selon Axios, et comme l'ont confirmé plusieurs sources, dont The Hindu, le président Trump devait recevoir, le 30 avril 2026, un briefing détaillé sur ce que les responsables militaires appellent une vague de frappe courte et puissante contre l'Iran. Cette formule compte. Une vague de frappe courte et puissante. Ce sont les mots utilisés par ceux qui planifient cette guerre. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas une manœuvre diplomatique. C'est une opération militaire préparée en vue de son exécution. La seule personne qui peut donner l'ordre final est assise dans le bureau ovale, en train d'examiner des cartes, des cibles et des échéanciers. Dès qu'il dit feu, il n'y a plus de retour en arrière. Dès qu'il dit feu, les missiles partiront. Dès qu'il dit feu, la guerre contre l'Iran, qui a déjà tué des milliers de personnes, fermé le détroit d'Ormuz et poussé les prix du pétrole à des niveaux jamais vus depuis 4 ans, entrera dans une nouvelle phase terrifiante. Et d'une manière ou d'une autre, l'expression courte et puissante est censée faire sonner une guerre comme un communiqué de presse avec un meilleur éclairage. La raison de ce briefing est simple. Les pourparlers de paix sont morts. Ils ne sont pas bloqués. Ils ne sont pas reportés. Ils sont morts. L'Iran a fait une offre. Les États-Unis l'ont rejeté. Et maintenant, au lieu de retourner à la table des négociations, les États-Unis retournent à la salle de guerre. Apparemment, dans le manuel diplomatique pro-Trump, le chemin le plus court entre une négociation ratée et la force passe encore par une liste de cibles. Les plans de frappe discutés sont limités dans leur portée, mais intenses dans leur force. Le briefing présente une campagne militaire conçue pour frapper l'Iran là où ça fait mal, des frappes de précision contre des installations militaires, des centres de commandement et des infrastructures stratégiques. L'objectif est d'envoyer un message si fort et si dévastateur que l'Iran n'aurait d'autre choix que de capituler sur son programme nucléaire. C'est la théorie, du moins. C'est ce que les planificateurs du Pentagone mettent devant le président. C'est le genre de théorie qui paraît propre sur une diapositive de briefing et très différente lorsque de vrais pays commencent à répondre. Mais l'hypothèse dangereuse derrière ce plan, c'est que l'Iran va simplement encaisser le coup. L'Iran n'est pas l'Irak de 2003. Ce n'est pas un pays qui s'effondre après quelques jours de bombardement. L'Iran est une nation de 80 millions d'habitants avec une armée qui se prépare exactement à ce scénario depuis des décennies. Ce détail a tendance à disparaître quand la guerre est vendue comme un forfait rapide et haut de gamme, maintenant disponible avec image de marque présidentielle. Quelques heures seulement après la fuite concernant le briefing, l'Iran a répondu par une menace si directe et si agressive qu'elle a provoqué une onde de choc dans toutes les capitales du monde. Le nouveau guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, qui a pris le pouvoir après l'assassinat de son prédécesseur, a déclaré que les États-Unis avaient subi une défaite honteuse dans leur guerre contre l'Iran. Il a aussi lancé l'un des avertissements les plus glaçants de cette crise. Le seul endroit où les Américains ont leur place dans le Golfe Persique, c'est au fond de ses eaux. Cette déclaration n'était pas le dérapage verbal d'un commandant de rang intermédiaire. Elle venait du guide suprême de l'Iran, l'homme le plus puissant du pays, qui avertissait le président des États-Unis que si les forces américaines entrent dans le Golfe Persique, elles finiront au fond de l'océan. Il a juré de protéger les capacités nucléaires et balistiques de l'Iran en tant qu'actifs nationaux et a déclaré qu'un nouveau chapitre s'ouvrait pour le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz. C'est le moment où les slogans sur la fermeté commencent à se heurter à cette habitude très dérangeante qu'ont les autres États de posséder leurs propres échelles d'escalade. Les gardiens de la Révolution ont ensuite rendu l'avertissement encore plus explicite. Majid Mahavi, commandant de la force aérospatiale du corps des gardiens de la Révolution islamique, l'IRGC, a averti les États-Unis que toute attaque américaine, même limitée, ouvrirait la voie à des frappes longues et douloureuses contre les positions régionales américaines. Son message était direct: nous avons vu ce qui est arrivé à vos bases régionales. Nous verrons la même chose arriver à vos navires de guerre. Cela signifie des navires de guerre américains. Cela signifie des porte-avions. Cela signifie que la force navale la plus puissante de l'histoire du monde se fait dire qu'elle peut être coulée. C'est pas seulement de la fanfaronnade. Ce n'est pas seulement de la bravade. C'est un commandant militaire disposant de milliers de missiles, d'essaims de drones et de forces alliées à travers le Moyen-Orient qui avertit que si les États-Unis frappent l'Iran, l'Iran répondra plus durement, plus longtemps et plus douloureusement que Washington ne semble prévoir. Mais dans le langage de campagne, chaque problème difficile peut être réduit à une phrase ferme, un doigt levé et une promesse que quelqu'un d'autre paiera la facture. Ce qui est terrifiant, c'est que cet avertissement pourrait ne pas être vide. Les forces alliées de l'Iran ont déjà montré ce qu'elles peuvent faire. Les Houthis au Yémen attaquent des navires en mer Rouge depuis plus d'1 an.
Le Hezbollah au Liban possède des roquettes capables d'atteindre chaque ville d'Israël. Les milices chiites en Irak ont visé des bases américaines des dizaines de fois. Si les États-Unis lancent ces frappes, chacune de ses forces alliées pourrait s'activer. Chacun de ces missiles pourrait être pointé vers des intérêts américains. Et le Golfe Persique, déjà une zone de guerre, pourrait devenir un brasier. Le contexte économique rend la situation encore plus personnelle. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire concernant des pays lointains. C'est une histoire qui concerne l'argent, les emplois et l'avenir. Les prix du pétrole ont atteint aujourd'hui un sommet de 4 ans. Le Brent a bondi à 119, 94 $ le baril. Le West Texas Intermediate a grimpé à 117, 50 et 1 $. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques sur un écran. Ils expliquent pourquoi les factures d'essence augmentent, pourquoi les factures d'épicerie augmentent, pourquoi les compagnies aériennes annulent des vols, pourquoi les usines ferment et pourquoi les économies du monde entier ralentissent jusqu'à presque ramper. C'est la partie rarement imprimée sur la bannière America First. La facture arrive généralement d'abord chez les gens ordinaires. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, a averti que le monde faisait face à la plus grande crise énergétique de l'histoire. Pas la plus grande crise depuis les années 1970, pas la plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale, la plus grande crise énergétique de l'histoire. Et elle se produit maintenant. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite un 1/5 du pétrole mondial, est effectivement fermé. Le blocus naval américain a étranglé le transport maritime. Les attaques iraniennes ont transformé cette voie navigable en piège mortel pour les navires commerciaux. Et maintenant, alors que Trump envisage des frappes militaires, les marchés paniquent. Les marchés, contrairement aux rassemblements politiques, n'applaudissent pas plus fort simplement parce que quelqu'un répète que tout est sous contrôle. Les marchés boursiers du Golfe ont chuté immédiatement après l'annonce du briefing. L'indice de référence d'Abu Dhabi a reculé de 1-2%. Les investisseurs se ruent vers les sorties parce qu'ils savent ce qui vient ensuite. La guerre signifie l'incertitude. L'incertitude signifie des pertes. Et ils sortent tant qu'ils le peuvent encore. Au même moment, pendant que Trump reçoit un briefing sur les plans de frappe, son propre secrétaire à la Défense est interrogé par le Congrès sur la conduite de cette guerre. Pete Hegseth a fait face à 6 heures de questions de la part de législateurs qui voulaient savoir pourquoi cette guerre avait déjà coûté 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars avec un grand M pour milliards. Ils voulaient savoir pourquoi des bombes américaines avaient frappé une école en Iran et tué des enfants. Ils voulaient savoir pourquoi cette guerre avait été lancée sans l'approbation du Congrès. Il voulait savoir pourquoi, si les installations nucléaires iraniennes avaient déjà été anéanties en 2025, comme l'a souligné le représentant Adam Smith, les États-Unis avaient déclenché une nouvelle guerre en 2026. Une politique qui ne peut pas survivre à 6 heures de questions ne devrait probablement pas être vendue comme une clarté historique. L'ampleur de l'engagement militaire est vertigineuse. L'administration Trump a proposé un budget de défense de 1,5 billion de dollars pour 2027. 1,5 billion de dollars. C'est plus que le produit intérieur brut de la plupart des pays sur Terre. C'est le coût de l'Empire. C'est le coût de la guerre sans fin. Et pendant que tout cela se déroule, le Sénat tient sa 2e journée d'audience, exigeant des réponses que l'administration ne semble pas disposée à donner. Le silence est presque élégant. Une confiance à 1000 milliards de dollars à l'extérieur de la salle, des reçus introuvables à l'intérieur. L'angle international rend la crise encore plus compliquée. Le président russe Vladimir Poutine a appelé Donald Trump aujourd'hui pour discuter de l'Iran. Le dirigeant de la Russie a averti le dirigeant des États-Unis que la reprise des attaques contre l'Iran aurait des conséquences inévitables et extrêmement dommageables. Il a clairement fait comprendre que la Russie ne resterait pas les bras croisés pendant que les États-Unis pilonneraient leur allié jusqu'à la soumission. Trump a décrit la conversation comme très bonne, mais y a attaché une condition. L'aide russe, a-t-il dit, dépend de la fin de la guerre en Ukraine par Poutine. Cela transforme la guerre contre l'Iran en élément d'une partie d'échec géopolitique plus vaste, où le Moyen-Orient est directement lié à l'Europe. Trump tente d'utiliser la peur de Poutine face à une escalade au Moyen-Orient pour obtenir des concessions en Ukraine. Un seul faux pas pourrait déclencher non pas une guerre, mais 2, 3 ou même davantage. Rien ne dit mieux art de gouverner stable que d'attacher une maison en feu à une autre et d'appeler la corde un levier. Israël demeure profondément impliqué dans cette équation. L'armée israélienne a lancé des avertissements d'évacuation visant 8 localités libanaises, demandant aux habitants de partir immédiatement parce que des frappes sont imminentes. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est en train de s'effondrer. La zone tampon s'élargit. Netanyahou observe Trump de près, attendant de voir si les Américains feront le sale travail ou si Israël devra terminer lui-même l'opération. C'est ici que la pression maximale commence à ressembler moins à une stratégie qu'à une attente collective de voir qui allumera l'allumette.
Le Pakistan a endossé le rôle de médiateur pendant que les grandes puissances échangent des menaces. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a confirmé qu'il est activement engagé auprès des États-Unis et de l'Iran. Son porte-parole, Tahir Andrei, a déclaré que de nouvelles et d'anciennes propositions sont sur la table et que le Pakistan espère que la paix prévaudra. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. Les États-Unis ont déjà clairement établi leur position. Trump a dit à l'Iran de faire preuve d'intelligence rapidement et de capituler sur les exigences liées à son programme nucléaire. Les négociateurs américains ont annulé leur voyage au Pakistan. Les discussions se déroulent maintenant par téléphone, ce qui, en langage diplomatique, signifie que les deux parties se parlent à peine. Un appel téléphonique est un curieux substitut à la diplomatie, mais il laisse plus de temps pour les déclarations musclées devant les micros. La fenêtre de la diplomatie se referme, la fenêtre de la guerre s'ouvre. Le 30 avril 2026 pourrait être le jour où cette fenêtre se refermera définitivement. Le monde numérique est lui aussi entraîné dans ce conflit, ce qui montre à quel point la guerre a des répercussions étendues. Amazon Web Services a annoncé que ses régions infonuagiques à Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis ont été endommagées dans le conflit. Les applications des clients sont hors service, la facturation a été suspendue, le rétablissement prendra plusieurs mois. C'est la première fois dans l'histoire qu'une infrastructure infonuagique majeure est directement endommagée par une guerre. Voilà pour le fantasme rassurant selon lequel la guerre moderne reste gentiment confinée au champ de bataille et évite poliment l'écran de connexion. Les implications sont énormes. Des entreprises du monde entier dépendent d'AWS, des gouvernements dépendent d'AWS, des hôpitaux, des banques et des compagnies aériennes dépendent tous des services infonuagiques. Maintenant, à cause de cette guerre, ces services sont hors ligne. Le monde physique et le monde numérique entrent en collision d'une manière qui paraissait autrefois inimaginable. Si l'infrastructure à plusieurs milliards de dollars d'Amazon peut être mise hors service par ce conflit, alors les réseaux électriques, les usines de traitement de l'eau et les installations nucléaires peuvent aussi être vulnérables, tout est sur la table. Tout est à risque. Mais le discours de vente continuera sûrement d'appeler cela une escalade contrôlée, parce qu'apparemment contrôler signifie désormais attendre de voir quoi d'autre va casser. La décision des Émirats Arabes Unis de quitter l'OPEP après près de 60 ans s'inscrit dans la même logique. Ils ont quitté le cartel parce qu'ils voient ce qui s'écrit sur le mur. Ils voient une guerre qui ne va pas se terminer sitôt. Ils voient un détroit d'Ormuz qui pourrait rester fermé pendant des mois, comme Trump l'aurait dit à des dirigeants pétroliers lors d'une réunion aujourd'hui. Ils voient l'incertitude, le chaos et le risque. Et lorsque l'incertitude grimpe en flèche, lorsque l'avenir devient imprévisible, la décision rationnelle consiste à pomper autant de pétrole que possible, aussi vite que possible, et à prendre l'argent tant qu'il est encore disponible. L'économiste Steve Hanke, ancien conseiller des Émirats Arabes Unis, a expliqué clairement cette logique. Le taux d'actualisation des Émirats Arabes Unis a bondi à cause de cette guerre. La stratégie est simple, prendre l'argent et filer. C'est exactement ce que font les Émirats Arabes Unis. Ils n'attendent pas la permission de l'OPEP. Ils n'attendent pas l'approbation de l'Arabie Saoudite. Ils pompent à pleine capacité, maximisent leurs revenus et se préparent à un avenir post-pétrole parce que dans un monde en guerre, la survie devient la seule priorité. Pendant ce temps, la politique de la force se transforme discrètement en tutoriel mondial sur la manière de se couvrir contre le chaos. Toutes les pièces s'emboîtent maintenant. Trump reçoit un briefing sur des plans de frappe. L'Iran menace de couler des navires de guerre américains. Le pétrole est à son plus haut niveau en 4 ans. L'économie mondiale fait face à la plus grande crise énergétique de l'histoire. Le Congrès interroge le secrétaire à la Défense au sujet d'une guerre à 25 milliards de dollars qui a tué des écoliers. Poutine avertit de conséquences inévitables. Israël évacue des localités libanaises. Le Pakistan tente une médiation, les Émirats Arabes Unis prennent l'argent et filent. Le nuage d'Amazon est hors service. La question maintenant est de savoir ce qui se passe ensuite. C'est toute une collection de réussites pour un style politique qui continue d'insister sur le fait que les adultes sont de retour aux commandes. Si ces frappes ont lieu, les États-Unis lanceront une vague d'attaques courtes et puissantes. L'Iran ripostera par des frappes longues et douloureuses contre des bases et des navires de guerre américains. Le détroit d'Ormuz deviendra une zone de combat active. Les expéditions de pétrole s'arrêteront complètement, les prix grimperont à 150, 200, peut être même 250 $ le baril. L'économie mondiale entrera en récession. Des manifestations éclateront dans les pays qui ne peuvent pas se permettre l'énergie, des gouvernements tomberont, les marchés s'effondreront, le monde qui existait hier deviendra un souvenir. Et la conférence de presse appellera probablement encore cela une réponse mesurée, parce que le vocabulaire de l'escalade est toujours plus discipliné que l'escalade elle-même. La question qui demeure est de savoir s'il existe encore une issue. Existe-t-il encore un chemin vers la paix qui n'implique pas plus de bombes, plus de morts et plus de destruction ? Le Pakistan croit que oui, avec de nouvelles et d'anciennes propositions encore sur la table, mais pour que la paix soit possible, les deux camps doivent la vouloir. L'Iran a montré une volonté de compromis. Il a proposé de rouvrir le détroit d'Ormuz.
Il a proposé de mettre fin à la guerre. Il a seulement demandé que le blocus soit levé et que les discussions nucléaires soient reportées. Les États-Unis ont dit non. Voilà l'efficacité remarquable de ce type de politique. Même une voie de sortie peut être traitée comme une insulte si elle ne ressemble pas assez à une capitulation. Marco Rubio a dit qu'il n'y aurait pas d'accord sans aborder d'abord le programme nucléaire. Trump a dit qu'il avait toutes les cartes en main. Mais au lieu de jouer ses cartes à la table des négociations, il se prépare à les jouer sur le champ de bataille. Ce n'est pas la paix. C'est l'escalade déguisée en stratégie. C'est l'ego qui se fait passer pour de la force. Et le coût de cet ego ne sera pas payé par ceux qui prennent ces décisions dans des palais de marbre et des bunkers sécurisés. Il sera payé par tous ceux qui dépendent d'un monde stable pour nourrir leur famille, chauffer leur maison et bâtir leur avenir. L'ironie finale est brutale. Les personnes les moins consultées sont généralement les premières à recevoir la facture. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.